Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue sur Point de rupture en ce jeudi 2 octobre 2025. Et on va tout d'abord prendre notre café ou notre thé ou toute autre boisson que vous désirez et on va trinquer à votre santé, à votre avenir, à la vérité avant tout sur Point de rupture. À la vôtre. À la vôtre. Bien. Et bien aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Louis avec nous, puis ensuite on va avoir une invitée exceptionnelle. On va aborder pas mal de choses. Donc écoute Louis, je vais te laisser la parole tout de suite. Parfait. J'aime toujours quand tu es là parce que quelque part ça me stimule dans le fait d'aller sur d'autres sujets. Bon, c'est toujours un plaisir. Bon, donc du coup, John, et du coup, donc pour les abonnés ce soir, donc là, ce soir, on ne sera pas en live par défaut d'organisation. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, donc lundi, mardi, mercredi prochain, pareil, la vidéo du point de rupture sortira à 19h, mais on ne sera pas en live. Ce sera du préenregistré. Ouais, ce Donc, sera du enregistré, mais ouais, du jour même. du jour même. On réagira de la même façon. La seule chose qu'on n'aura pas, hein, c'est que je ne serai pas en train de réagir par rapport à tous vos chats. Alors, continuez à chatter parce qu'entre vous, il y a une discussion qui s'établit et qui est extraordinaire quand même. Hein. C'est ça. On va passer quelques jours en campagne pour se ressourcer, retravailler. Et malheureusement, la campagne a beaucoup de bienfaits, mais Et alimenter notre Déon. et alimenter notre déon aussi. Hop, attends, j'ai une lumière qui a sauté. Bon, tu me vois toujours bien, c'est pas grave. Ah, moi, je te vois très bien. Ouais. J'ai une Ah lumière, oui, tu étais un peu plus sombre de j'ai une ton lumière, côté gauche. j'ai une lumière qui a sauté. Mais comme je disais, du coup, la campagne a beaucoup d'avantages, mais certains défauts aussi. Et là, en l'occurrence, c'est des défauts de connexion. Donc pour le live, ça serait plus compliqué. Du coup, John, aujourd'hui, on va voir plusieurs axes très importants. Dans un premier temps, on va voir ensemble le gros boycott qu'il y a eu ces derniers jours de Netflix. D'ailleurs, Elon Musk a été l'un des leaders sur ce boycott. Il a appelé sur Twitter à boycotter Netflix après certaines déclarations de créateurs de contenu de Netflix sur Charlie Kirk et aussi d'autres dessins animés pro-LGBT, pro-trans, etc., qui ont fait beaucoup débat aux États-Unis. Ensuite, on va recevoir Lorraine de SOS Maman Solo, qui est une association de notre ami Baptiste Marché. Donc, elle va nous expliquer en quoi consiste l'association et pourquoi elle a voulu faire partie de ce combat. Ok. Et ensuite, j'aimerais qu'on ait une discussion tous les deux sur peut-être plus philosophique sur la liberté d'expression, parce que là, on va parler de la censure, enfin de la censure, du boycott de Netflix. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de questions sur la liberté d'expression, où est-ce qu'elle doit commencer, où est-ce qu'elle doit s'arrêter, et comment protéger nos enfants vis-à-vis de tout ça, et vis-à-vis d'une certaine propagande aujourd'hui qui existe. Donc, John, si tu me permets, on va démarrer sur le boycott de Netflix pour qu'on puisse mettre un exposé général de la situation. Si tu veux, on va partager un article de Breitbart, Uh-huh. un média américain, qui, comme ça, ça mettra en place tout un contexte sur lequel on va pouvoir réagir. Je partage l'article et comme tu as une connaissance de la langue de Shakespeare, ça se dit la langue de Shakespeare? Oui, on peut dire la langue de Shakespeare, même Ben, si il était anglais. Mais Shakespeare a contribué plus à la langue anglaise en termes de vocabulaire et tout ça que n'importe qui ait jamais existé. Donc, ok. c'est vraiment sa langue. C'est la langue de Shakespeare qui est devenue une référence. OK. Et du coup, tu as une langue tu as une connaissance de la langue de Shakespeare bien plus importante que la mienne. D'accord. Donc Alors je voilà, laisse te voilà lire. ce qu'il dit là. Ça, il dit. Et Elon Musk est en train de mener une campagne d'annulation d'abonnements de masse chez Netflix après qu'il y ait que le créateur d'une émission pour enfants, de dessins animés, avait attaqué Charlie Kirk en tant que nazi. Voilà. Plus loin. Hop. OK. Le milliardaire Elon Musk a ajouté son nom au nombre de consommateurs qui appellent à annuler leur abonnement Netflix
après que ce géant du streaming, surtout par le biais de son créateur de dessins animés pour enfants, Amish Steele, ait éclaboussé le conservateur qui a été abattu, Charlie Kirk, en tant que nazi. Steele, c'est un animateur qui avait créé une série de dessins animés sur Netflix qui s'appelait Dead End Paranormal Park. Dead End, c'est comme un cul-de-sac, parc paranormal. Et aller sur Blue Sky, qui est un genre de chaîne de gauche aux États-Unis, après que Kirk soit assassiné, et a été en diffamation contre ce conservateur dans une tirade vile. Et puis après, il a dit des mots que je ne vais même pas répéter, mais bon, c'est plein Le tweet, d'agressions, etc. le Et tweet, c'est celui-là. ah, le titre, il est là, bah oui, mais je ne vais pas le traduire. Parce Ouais, que mais c'est... au moins pour que les gens le voient, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc il est là, et puis c'est très violent, c'est sans respect au niveau langage, etc., etc. Mais ça montre bien que quelqu'un qui parle comme ça, qui est en train de faire des trucs pour les enfants, et son programme pour les enfants, c'était parce que ça faisait la promotion du transgenrisme pour les enfants. Et ce programme sur Netflix, il est présenté comme pour l'âge de 7 ans. Et il continue à avoir une promotion sur Netflix en ce moment. Et donc, il y a des gens qui disent, les parents, faites attention à tout ceci. Ok. Donc, après, tu l'as vu. Et après, on en vient à l'appel du boycott de Elon Musk. Et là, il y a des gens qui disent, ouais, je viens d'annuler mon abonnement, etc., etc. Alors, j'ai regardé un entretien sur Timcast URL hier soir. Quoi, hier soir? C'est à 2 heures du matin, à notre heure, de 2 heures à 4 heures du matin, parce que c'est à 20 heures côte Est. Et Tim Pool était dans les bureaux de TP USA. Donc, il était en Arizona, donc il y avait encore un décalage de 3 heures. Et il était avec Jack Posobiec. Et il dit, bah, il y a Elon Musk qui vient de faire appel à annuler l'abonnement Netflix. Et Tim Pool a dit, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui sont encore sur Netflix, moi, ça fait un bout de temps que j'ai donné mon abonnement. Alors, Netflix, si tu me permets de faire un pontage un peu hâtif par rapport à ce dont on va parler après, mais on pourra revenir sur le plan plus philosophique de tout ceci. Netflix a été présenté lors de sa création comme un phénomène de liberté, de libération, d'accès à tout le monde, mais moyennant un abonnement, pour avoir accès à des tas de films, etc., etc. Alors, le fondateur de Netflix, en dehors du fait qu'après, ils avaient intégré Obama au conseil d'administration et lui ont donné beaucoup de voix quant à ce qu'il allait faire. D'ailleurs, il y a un film que Obama avait produit qui était franchement nul, que j'ai regardé, mais bon, ça, c'est autre chose. Et c'est toujours au nom de la liberté, de la libération. Et là, je me dis, mais il y a déjà eu des tentatives comme ça de liberté, de libération. Il y a eu en 1929, au printemps 1929, une campagne 6 mois avant le grand krach de novembre 1929. Il y avait une campagne de libération des femmes où on avait encouragé les femmes aux États-Unis à marcher dans la rue avec des cigarettes à la main. Et les cigarettes qu'elles portaient entre les doigts, ça c'est l'art de Edward Bernays, qui est le patron des relations publiques de la propagande. D'ailleurs, son livre sur la propagande est très court, mais c'est à lire parce qu'il faut comprendre, c'est très astucieux. Et comme vous savez, Edward Bernays est le neveu de Sigmund Freud. Donc, il y a eu tout cet aspect psychologique qui a été utilisé, mais d'une façon active, pas seulement analytique là, pour conditionner les gens. Donc, on mettait cette notion de liberté pour la dépendance d'abord, mais c'est toujours la liberté où on casait les gens. Ça, c'est le génie, si je me permets de dire, le génie diabolique de Edward Bernays. Eh bien, le fondateur de Netflix, c'est Mark Randolph,
qui est le petit-neveu d'Edward Bernays. Donc, je suis peut-être en train d'en faire trop sur le népotisme, mais on voit toujours ce genre de choses. Donc, on voit que du côté gauchisant, si j'ose dire, la liberté d'expression est toujours utilisée à des fins de promouvoir des choses qui ne sont pas saines. Souviens-toi, non, souviens-toi, c'était avant ton temps, tu n'étais même pas né, je dis souviens-toi. Quand le Minitel est arrivé, la partie du Minitel qui avait le plus de succès, c'était le Minitel Rose, ce qu'on appelle le Minitel Rose. C'est-à-dire, c'est tout ce qui était les contacts à des fins pornographiques, etc. Ouais. etc. Quand en France, il y a eu la libération de nouveau des chaînes télévisées, après TF1 et Antenne 2 qui est devenue France 2 après, et France 3 qui était plus régionale, la première chaîne qui a vraiment apparu, c'est Canal+. Et Canal+, ce qui était le plus regardé, c'était tous les samedis, les premiers samedis du mois, il y avait un film porno, mais franchement porno total. Donc, chaque fois, quand je dis porno, c'est carrément porno, c'est pas érotique. Hein. Ouais. Et ce qui est curieux, c'est que c'était toujours couplé, cette notion de liberté d'expression, d'abord à des choses qui n'étaient pas saines. D'un Mais côté, la liberté, de l'autre côté, complètement dictatoriale. Parce que Edward Bernays, dont je parlais tout à l'heure, il avait travaillé avec la CIA et la United Fruit Company dans le fait d'instaurer des dictatures en Amérique centrale, tu vois. Et l'une des grandes différences que je vois entre Edward Bernays avec la propagande à la base et là, si on fait un point de comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui avec Netflix, c'est que derrière Edward Bernays, il y avait un gros aspect économique. C'est-à-dire que la cigarette pour les femmes, c'était surtout une question économique pour vendre plus de cigarettes. Alors qu'aujourd'hui, donc le neveu de Freud, rappelle-moi le créateur de Netflix. Mark Randolph. Ouais. Là aujourd'hui, il pousse aussi une certaine propagande, sauf que derrière, les répercussions économiques sont désastreuses. Alors moi, je pense, il y a toujours un aspect économique, parce que l'aspect économique est lié à l'aspect libertarien, parce qu'il faut le financer. Donc, il faut qu'il y ait toujours un aspect économique dedans. Mais dans cette libération des femmes de Edward Bernays, où il y avait cette fameuse manif avec la torche de la liberté à la main, etc., c'était sponsorisé par le American Tobacco Company, hein, c'est-à-dire le tabac en Amérique, mais en même temps, c'était en train d'utiliser la libération des femmes, mais on rendait la femme objet. Au nom d'un féminisme naissant, de la libération des femmes, on rendait la femme objet, c'est-à-dire on la détachait de son rôle familial, de son rôle potentiel de mère. Tout ça n'était pas du tout mis en avant, mais c'était la femme objet qu'on pouvait regarder que dans la libération, elle devenait en même temps un objet sexuel parce que chez Edward Bernays, la façon dont elle s'habillait, etc., était extrêmement important. On était en train de sortir de la fin des années 20, les années folles, les Roaring Twenties aux États-Unis, où la femme avait perdu de ses formes très féminines, elle était devenue une planche, bien plus. C'était le moment où on mettait en avant une femme extrêmement fine, presque un enfant. Donc, on ramenait la femme à être enfant. Il y a un tout petit pas vers la notion de programmation pseudo-psychologique vers la pédophilie. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Et donc ça, quand on objectivise les choses, c'est-à-dire on fait de l'identitarisme. Je sais que l'identitarisme est une philosophie de droite en France, mais moi j'en parle d'un point de vue américain où identity politics, c'est complètement de gauche. C'est-à-dire on met les jeunes contre les vieux, les riches contre les pauvres, les noirs contre les blancs, les femmes contre les hommes, les LGBT contre les normaux, si j'ose dire, etc. Et il y a toujours une question de division afin de diviser pour mieux régner, hein, tout ça, etc. Ouais. Et la CIA, c'est exactement ce qu'elle utilise en permanence. C'est pas par hasard, de nouveau, que Edward Bernays avait participé énormément à tous les aspects
de jeu psychologique pour la CIA qui, depuis, s'est focalisé complètement là-dessus avec les MK Ultra et tout ça, et la manipulation mentale des gens. De nouveau, je dirais à tout le monde, cherchez le bouquin de Edward Bernays qui s'appelle Propagande. Il est très court, facile à lire, mais vous verrez derrière tout ça le degré de manipulation qu'il y a dans le marketing et surtout dans le marketing politique, dans le marketing idéologique, dans le marketing de manipulation de masse. Ok, très bien. Si tu veux, je pourrais mettre le lien du bouquin après en description. Mais Okay. moi, du coup, je reviens à la question que j'avais posée. Quelque chose que j'ai du mal à comprendre, c'est cette notion économique. On dirait qu'aujourd'hui, Netflix, Disney et tout ça, parce que ça dure depuis quand même quelques années, ils continuent dans leur contenu complètement woke, complètement pro-LGBT. Ils continuent à perdre de l'argent vis-à-vis de ça. Mais on dirait qu'ils continuent à perdre de l'argent consciemment par idéologie. Alors que ça, à l'époque de Bernays, ces gens-là, je ne pense pas qu'ils étaient prêts à perdre tant d'argent par idéologie. Il y a plusieurs phénomènes sur le plan économique, Louis. Quand des gens s'abonnent à quelque chose comme Disney ou Netflix ou des choses comme ça, il y a des études qui sont faites. Il y a tout de suite des sondages qui sont faits. Il y a des abonnements centralisés durs, des abonnements durs. C'est des core subscriptions. Ça veut dire que c'est des gens qui ne vont pas quitter. C'est-à-dire, c'est comme si on cherchait à renforcer la base idéologique. Et c'est cela qu'ils regardent, ceux sur lesquels ils peuvent compter. Donc, comme la grande avancée de Disney s'était faite par le biais de tous ces gens-là et en prônant toute la cause wokiste, LGBT, etc., eux sont focalisés là-dessus jusqu'à ce que ça leur fasse tellement mal que, avec certaines mesures qui avaient été prises par l'administration Trump, ils ont commencé à en souffrir et même au sujet de Charlie Kirk, etc., Disney avait fait quelques pas en arrière. Et Netflix était obligé de faire quelques pas en arrière sur ce plan-là. Mais ils sont en train de se chercher. Il y a des batailles à l'intérieur parce qu'ils sont aperçus que même dans la publicité wokiste, ils croyaient que... Tu vois, c'est toujours le même phénomène. On utilise la propagande pour mettre quelque chose en avant parce que ça fait des clics, ça mène des yeux, ça mène des regards et les gens vont regarder davantage. Et là-dessus, il y a des gens qui vont être intéressés. Et là, il y a un intérêt économique parce que les gens soient pour ou contre, il y a davantage de gens qui regardent. Mais après, il peut y avoir un backlash, c'est-à-dire un retour de flamme là-dessus où il y a des gens qui vont rejeter. Sauf qu'au niveau d'une corporation, au niveau de mouvements économiques, ça prend du temps. Mais si au moment où tu as fait appel à tout ça, tu as intégré énormément de gens qui prônent ces idées-là sur le plan idéologique, LGBT, wokistes, etc., au sein d'une entité, après, tu ne peux pas t'en débarrasser très rapidement. Et Budweiser, on a payé l'époque à ça avec Bud Light. Bud Light a eu un boycott parce qu'ils ont mis un transgenre en avant comme l'image même, alors que le buveur de bière, c'est l'Américain profond qui est là en train de regarder son match de football américain, etc., ou qui est en train d'aller à la pêche, à la chasse avec sa bière ou au golf ou quoi que ce soit, ben, il ne pouvait pas s'identifier à ça aussi. Et Budweiser s'en est jamais remis. Et il y a plusieurs tentatives de ce genre qui ont été faites dans certaines situations. Ils ont été obligés de faire marche arrière. Starbucks, très de gauche également, a été obligé de faire marche arrière sur des tas de points. Et pourquoi? Parce qu'il y a commencé à y avoir des boycotts non organisés, mais tout simplement des mouvements de masse conservateurs qui se sont manifestés contre. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a ça. Les gens communiquent, l'Internet communique. Et ça n'existait pas avant. Avant, on pouvait se faire manipuler bien plus. On se fait manipuler tout le temps aujourd'hui, sauf qu'on sait en parler. On sait au moins en prendre conscience. D'où l'intérêt des missions comme la nôtre. On amène les gens à prendre conscience de tout ceci. Donc, il y a cet aspect économique, mais
je simplifie trop la chose en disant que il va y avoir un aspect idéologique qui va créer un engouement économique. Et après, quand il y a l'engouement économique, il y a inflation, il y a grossissement, il y a victoire sur le plan économique, mais que les gens qui sont à l'intérieur attribuent à la déviance idéologique. Et la déviance idéologique, après, elle est plus difficile de l'en sortir. Mais donc, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas qu'un truc engendre le deuxième engendre le troisième, etc. Ça se chevauche en même temps, tout le temps. Hein. Ouais. Dis-moi, sur Netflix, est-ce que du côté de la droite, il y a eu juste un appel au boycott ou il y a eu des appels à la censure? Non, il y a un appel au boycott au niveau de la population. La censure, il y a tellement de choses au niveau du gouvernement Trump, de l'administration Trump, à se battre contre la censure, que c'est difficile de censurer en même temps certaines choses. Je voulais te poser cette question parce que je pense, après qu'on ait reçu Lorraine, voilà. On va avoir beaucoup de discussions. J'aimerais te poser beaucoup de questions vis-à-vis de cette censure. Et je l'ai noté tout à l'heure parce que en t'écoutant, je pensais aussi à une chose qui est très différent entre le français et l'américain et qui peut justifier aussi une certaine liberté d'expression, mais on en parlera après. Si tu veux, John, je vais passer l'intervention de Matt Walsh sur le passage Netflix qui a fait beaucoup de débat. Comme ça remettra du contexte. Et après, Et tu l'as en anglais ou en français? Je l'ai en anglais traduit, enfin sous-titré. Ok. Comme ça, tu vas voir exactement. Il est sous-titré en français? Ouais. D'accord, ok. Tu vas voir exactement de quoi parle le dessin animé. Et ce que dit Matt Walsh. Wokeness is not a rare pitfall that a few kid shows stumble into. This stuff is totally pervasive. It's everywhere. The majority of children. Tout d'abord, il faut corriger tout de suite que là, en traduction française, c'était marqué l'éveil, alors qu'en anglais, c'était wokeness. Ok. C'est le wokisme. Hein. Ouais, parce qu'il n'y a pas de traduction. Oui, je comprends, mais c'est pour ça que je voulais préciser ce qu'il est en train de dire en anglais. Parce que ça, c'est très important tout de suite. Ouais. Okay. Donc là, pour rappel, là, c'est Matt Walsh qui est en train de parler. Hein. Matt Walsh qui fait partie du média de Daily Wire et qui est. Voilà, parce que pour nous, en France, ici, quand on parle d'éveil, c'est presque un terme de droite. C'est être red pill, c'est être éveillé tout seul. Alors que Matt Walsh est en train de critiquer le wokisme. Ouais, exactement. C'est bien que tu en aies parlé. Children's programming is like this. It is the rule, not the exception, which means you can either be hyper vigilant and aware and exercise strict control over what your children watch and the kind of media they consume, or they will ingest a steady diet of LGBT propaganda starting before they can talk. Well, Netflix has had a difficult week. Thousands of people, including Elon Musk, are canceling their Netflix subscriptions after Libs of TikTok posted a particularly disturbing clip from a Netflix children's show. Before we play the clip, keep in mind that this show is several years old. It's been on Netflix's platform apparently for about 4 or 5 years. This is not something that just appeared last week. So children have been exposed to this for years before anyone noticed. And this is from a show called Dead End Paranormal Park, which is rated Y7, meaning that it's supposed to be appropriate for kids at the age of 7 and up. So watch. It's not the park. It's me. I'm trans, Norma, and everyone at school knows, and everyone at home knows, and being here, it's like a whole new place. I can just be Barney, and I can choose if and when I tell people. I've never been happier, and that's saying something when I spent today chased by terrifying zombie mascots. Pugsley reminded me how important it is to live your life without apology. Now, that's bad enough, but, this is one clip that's gone viral. It's not as though the trans angle was mentioned just that one time. The entire plot revolves around it. The protagonist is, according to Wikipedia anyway, a, quote, gay trans teen boy. And the protagonist's best friend in the show is a bisexual, autistic, Pakistani-American girl with social anxiety. So they really checked all the boxes. The creator of this show is someone named Hamish Steele.
who lists his pronouns as he, they. It won't surprise you to learn that Hamish attacked Charlie Kirk only a day after he was shot, calling him a Nazi. So this is a delusional and deranged extremist producing content for 7-year-old children to watch, and Netflix is happy to provide a platform for it. This is far from the only show of this type on Netflix. Libs of TikTok has posted several other similar examples over the past couple of days. More trans propaganda, gay weddings featured in children's cartoons, and so on. Everything you would expect. For example, here's a clip from a show called Ada Twist Scientist. And again, this is targeted at 7-year-olds. Here it is. Are you excited for your big day? I can't wait to kick things off. Si tu veux, on va déjà pouvoir réagir à tous ces passages, parce qu'après, Ouais. d'autres dessins animés qui sont dans le même délire. Et écoute, ça m'a fait penser à des choses très intéressantes, c'est-à-dire au degré d'influence que la télé peut avoir sur nos enfants. La télé et maintenant l'Internet et tout cela. C'est tous les médias, en fin de compte, qui sont les médias écrans. Beaucoup d'entre vous, vous le savez, j'ai 6 enfants. Ma fille aînée est née en France. Sa mère française. Donc, moi, je parle français également. Elle est née à Paris. On habitait Paris à l'époque. On parlait français à la maison et on parlait uniquement français. Ensuite, à cause de tout ce que je faisais en affaires, etc., je voyageais sans cesse entre la France et les États-Unis. Et j'emmenais ma fille tout le temps avec moi parce qu'elle n'était pas encore scolarisée. Et je pouvais la retirer parce qu'elle était à la maternelle après, etc., quand je voulais, mais parce que je trouvais que le fait de l'avoir avec moi, ça allait avoir une bonne influence. Et je faisais très attention à tout ce que je pouvais lui enseigner en permanence. Mais il y a des moments où moi, j'étais en train de faire des choses. J'avais toujours dans un hôtel, j'avais une suite toujours, je pouvais travailler, etc. Et elle était à côté, puis elle regardait la télé. Et la télé était en anglais. Elle ne parlait pas anglais du tout à cette époque-là. Aujourd'hui, elle est parfaitement bilingue, voire trilingue, voire quadrilingue, etc. Mais à l'époque, elle ne parlait pas anglais du tout. Et c'était devenu une blague chez nous quand on parlait des premiers mots qu'elle a appris en anglais. Et ça, elle savait le répéter sans accent du tout. Et les mots, c'était « We'll be right back after these messages ». Ça veut dire « On va être de nouveau avec vous pendant les dessins animés, après ces messages, après ces publicités ». Après la pub, ouais. Et ça, elle connaissait ça par cœur. « We'll be right back after these messages », avec le rythme et tout ça, etc. Et c'est là où moi, je me rendais compte de l'intensité du lavage de cerveau qu'il y avait. Et donc, pour moi, au lieu de déplorer ce qui se passait et seulement de fermer, parce qu'on ne peut pas toujours fermer les choses. Après, on peut négocier avec les enfants, on peut faire des choses, etc. Moi, j'avais tendance à être assez ferme, mais j'étais conscient que j'avais besoin de l'alimenter d'une autre façon sur des tas de concepts, sur des tas d'idées, etc. Et ça, c'était quelque chose de fondamental à faire. Et donc, l'impact que ce genre de choses peut avoir sur les enfants, ne pensez pas que ce sera avec une discussion d'adulte à enfant que vous allez pouvoir changer un avis chez un enfant, parce que chez lui, il y a ceci qui a été répété, la manipulation a été faite avec des professionnels de la communication, avec des professionnels de la propagande, des gens qui sont nés dans l'ère de la communication, de celle de Marshall McLuhan, qui avait écrit en 1964 « The medium is the message », le média et le message lui-même. Et tout ça, c'est venu des behavioristes, de Skinner, qui sont venus de Edward Bernays, où on peut contrôler les gens par le rythme, par les intonations, par les couleurs, par l'environnement, par cette autre réalité détachée qu'on peut créer. Et plus ça sort de l'ordinaire, plus c'est intéressant pour un enfant qui cherche à apprendre. Donc, quand il est en train de regarder quelqu'un qui est LGBT, qui est autre chose, qui ose ouvrir d'autres horizons, ça attire l'attention encore davantage. C'est plus intéressant que le simple fait de répéter les traditions, les valeurs, etc. Mais c'est pour ça qu'il faut rendre les traditions, les valeurs également attrayantes.
pas pour qu'elle ressemble au monde d'aujourd'hui, mais pour qu'il y ait sa propre richesse sacrée dedans. Hein. Et toi, tu es complètement là-dedans d'ailleurs. Ouais. Tu as des enfants qui ont quelques décennies de différence. À quel point tu as vu une croissance d'une attaque de la culture des médias sur l'enfance? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est flagrant. Pour ta première fille, je pense qu'elle est née en 1980, je crois. Ça l'était un peu moins. À quel point tu as vu la croissance de l'attaque de l'enfance? Ça dépend où. Ouais. D'une façon subtile et bien plus subliminale en France, ça a commencé vers la fin des années 80 et des années 90. Aux États-Unis, ça dépend dans quel État. Si on était en Arizona, c'était encore l'esprit cow-boy, dur, etc., avec des valeurs sûres. À l'époque, il n'existe plus cet esprit cow-boy. Mais tout ce qui passait à la télé, tout ce qui passait dans les médias venait de Californie. Et la Californie était toujours en avance sur beaucoup d'autres choses. Et là, on a vu ensuite l'impact se créer dans les universités d'abord, les universités Ivy League, l'élite, et certaines universités californiennes où il y avait la forte influence des postmodernistes français, de tout ça, etc., et de l'école de Herbert Marcuse, l'école de Francfort, et tout ça. Et là, il a commencé à avoir une influence très forte. J'ai l'impression que... Ouais, j'allais te dire, John, on va recevoir Lorraine qui va arriver sur l'enregistrement et on va reprendre notre discussion juste après. D'accord, ok. Et bien maintenant, on a le plaisir d'accueillir avec nous quelqu'un qui s'appelle Lorraine. Alors, je vais dire 2 ou 3 mots sur comment ça s'est passé. D'abord, j'ai reçu un message de la part de mon ami Baptiste Marchais, qui est au Texas, aux États-Unis. Et Baptiste, quand on m'envoie des messages, j'ai tendance à réagir très vite dessus et à répondre. Pourquoi? Parce que Baptiste fait partie des personnes qui sont rares quand même aujourd'hui, qui sont très mobilisés et mobilisateurs, très sérieux, mais qui va toujours être au combat et prêt à faire des choses. Donc, il m'a demandé à te recevoir, Lorraine, et il m'a dit que Lorraine est le porte-parole de quelque chose que je sais que Baptiste soutient énormément, qui est une organisation pour faire prendre conscience à des alternatives éventuelles pour des femmes qui se retrouveraient enceintes et qui sont en train de considérer le fait de mettre fin à leur grossesse. Alors, cette organisation, elle s'appelle SOS Maman Solo, et la personne qui est le porte-parole de cette organisation en France, parce que c'est lié à une organisation aux États-Unis, je crois que Baptiste est très impliqué là-dedans également, c'est Lorraine, et Lorraine qui réside dans la France profonde, au fin fond de la Savoie, en pleine montagne. Et, et donc, ça sera très intéressant de l'écouter. Alors, permets-moi seulement d'ajouter 2 ou 3 petits mots pour les gens qui ont l'habitude de nous suivre, Lorraine, pour qu'ils t'écoutent avec grand intérêt. C'est que souvent, on débat de beaucoup de choses sur notre chaîne ici à Point de Rupture. Et la plupart d'entre nous, on va dans le même sens, même s'il y a des petites différences les uns avec les autres. Tout le monde sait et connaît ma position par rapport au droit à la vie. Moi, je préfère de me positionner comme droit à la vie plutôt que anti-avortement, parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Mais certains d'entre nous, on en parle, mais moi, j'admire beaucoup les gens qui font des choses. Et le fait que dans un contexte comme le contexte français, où l'IVG a été intégré à la Constitution, où toutes les organisations, aussi bien de gauche que de droite, soutiennent l'IVG, etc., c'est comme si on n'avait plus le droit d'en parler, parce qu'on peut te traiter de raciste, de tout ce qu'on veut si tu es contre l'IVG. Le fait d'accepter d'être porte-parole de ce genre de mouvement, Lorraine, tu as toute mon admiration et je dis bravo. Et maintenant, on va t'écouter pour que tu nous expliques comment toi, tu vois ton rôle dans tout ceci. OK? Ça marche. Eh ben, merci beaucoup déjà. Donc oui, moi, mon rôle, donc, c'est d'être la porte-parole en France parce que, comme tu l'as dit, du coup, c'est à l'initiative de Baptiste qui est maintenant aux États-Unis parce qu'il a pu
voir que là-bas, il existe beaucoup de choses pour les femmes enceintes qui se retrouvent dans des difficultés. En France, c'est plus compliqué, mais voilà, il ne réside plus en France, donc il a voulu monter une équipe française. Donc moi, je suis la porte-parole, mais il y a également toute une équipe qui existe aujourd'hui. Ça a été vraiment la première partie, la première étape de l'association. On a une coordinatrice des marraines, on a une community manager pour les réseaux, on a aujourd'hui un webmaster qui est en train de développer le site internet. Et donc moi, voilà, il fallait quelqu'un un peu pour représenter l'association. Moi, au début, je suis rentrée en fait comme marraine quand j'ai vu Baptiste qui avait fait un appel sur les réseaux au tout début. Moi, tout de suite, ça m'a beaucoup parlé. Moi, je suis maman, donc alors ça fait partie de toute façon des conditions pour être marraine aujourd'hui dans l'association, mais je vais y revenir, il faut être maman. Ça m'a tout de suite parlé parce que moi, ça faisait un moment déjà que je voulais m'investir dans quelque chose, surtout depuis que je suis devenue maman. Parce que j'ai vu aussi, j'ai peut-être plus pris le temps de regarder un peu ma société. Moi, je suis devenue maman en 2021, donc en pleine période de Covid, donc il y a plein de choses qui se passaient et je me suis dit, ouais, je suis maman d'une petite fille, dans quel monde on est et vers où on va et qu'est-ce que moi je peux faire à mon petit niveau pour mettre une pierre à l'édifice, comme on dit. Et du coup, cette association, ça m'a plu parce qu'aujourd'hui, l'avortement, et c'est sûr, est un vrai sujet, surtout quand on voit les chiffres. Ça explose, on ne va pas dans le sens, on ne baisse pas, on augmente. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une grande partie des femmes qui avortent aujourd'hui, c'est parce qu'elles font face à un problème de précarité au niveau économique ou social, en fait. Et c'est là où nous, il y a tout l'intérêt de notre association, c'est qu'on est une alternative. Voilà, moi, je ne suis pas là pour culpabiliser aucune femme aujourd'hui. Je suis là pour dire aux femmes qui sont enceintes et qui se disent mince, moi j'aimerais peut-être garder mon bébé, mais aujourd'hui j'ai l'impression que je vais pas y arriver, j'ai l'impression que je vais pas m'en sortir financièrement, j'ai mon conjoint qui m'a quittée, j'ai pas de soutien de ma famille. Et nous, on est là pour mettre en place un réseau de femmes, donc on appelle des marraines. Donc en fait, le but, c'est qu'après, on mette en place un numéro de téléphone que les mamans puissent simplement contacter, même par SMS, en disant, voilà, moi, je suis dans tel département, je suis enceinte, j'aimerais garder mon bébé, mais je suis perdue, je sais pas ce que j'ai le droit, je me sens toute seule, est-ce que vous pouvez m'aider? Et qu'après, c'est vraiment un système de sororité, il y a une femme qui prenne le temps de se poser avec elle et de dédramatiser, de poser les choses et qu'on puisse l'accompagner sur plein de questions derrière, des aides. Tu as déjà ce numéro de téléphone? Alors non, alors en fait le numéro de téléphone, on l'a pas encore, il n'est pas encore actif parce que justement, en fait, aujourd'hui, on a quasiment 100 marraines, donc ce qui est déjà très très bien, mais il nous en manque beaucoup et en fait, la volonté, c'était de pas lancer le numéro et en fait, ne pas pouvoir répondre à certaines femmes. On voulait vraiment faire les choses correctement. Donc aujourd'hui, notre besoin, vraiment, c'est de trouver des marraines parce qu'il y a des départements et beaucoup de départements malheureusement. Alors, comment est-ce qu'on peut te contacter? Comment est-ce que pour contacter l'association pour, s'il y a des gens qui éventuellement voudraient être marraines, souvenez-vous, il faut être maman. Oui, c'est la condition. Oui. Et donc, comment est-ce que les gens peuvent te contacter? Alors, il y a une page Instagram, déjà tout simplement SOS Maman Solo, où on publie régulièrement. Louis, hein? Ouais, bien sûr, bien sûr. Où on publie régulièrement des vidéos. Moi, je prends la parole pour parler de ça. Et après, il est noté une adresse mail, donc qui est pareil, peut-être que vous noterez projet.sms@outlook.com, où là, on reçoit toutes les candidatures, on va dire, enfin toutes les femmes qui se proposent pour être marraines. Ça? Pardon? Répète encore une fois la page. Alors l'Instagram c'est SOS Maman Solo et après l'adresse mail c'est projet.sms@outlook.com.
D'accord, ok. Ouais, ça, il n'y en a qu'un de mail, c'est celui-là. C'est Anaïs après qui reçoit, donc qui est notre coordinatrice au niveau des marraines, qui va recevoir tous les mails et qui appelle chaque maman pour faire le point avec elle, parce qu'on fait aussi un point, voilà, qu'elle sache ce qu'on demande, etc. Alors, il faut quand même avoir un peu du temps parce que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on puisse accompagner ces mamans. Donc, ça peut être aussi, parfois, c'est simplement un accompagnement, juste une présence, en fait. Hein. On peut aller boire un café, on peut aller manger un bout, on peut l'accompagner à un rendez-vous médical si elle est angoissée. Après, on peut prendre le temps de rechercher avec elle les aides qu'elle a le droit. Il y a plein de choses aujourd'hui qui existent et ça, c'est pareil. On n'est pas forcément non plus au courant. C'est pas des choses qu'on met en avant. On critique souvent. En plus, voilà, il y a beaucoup d'aides qui existent, donc autant qu'on en profite. Dans combien de départements est-ce que tu as déjà des marraines? Alors ça, c'est l'info que j'ai. Je sais qu'il y a beaucoup de départements dans lesquels je n'en ai pas. L'important, de toute façon, il n'y a pas de trop de marraines. Je veux dire. Et aujourd'hui, il nous en manque quand même sur tout le territoire globalement. Donc, ce sera jamais de trop. Donc, vraiment, toutes les femmes qui se disent, bah, moi, j'ai un peu de temps, j'ai envie de tendre la main à une femme en détresse, surtout que bah, nous, en tant que femmes, on a vécu du coup des grossesses. On sait aussi, même quand on l'a voulu, on sait le chamboulement que ça peut être. Et parfois, il y a des marraines qui aussi sont passées par de la solitude, qui sont passées par des choses difficiles, donc ils vont complètement comprendre cette situation. Et donc, du coup, voilà, après, c'est accompagner et être là. C'est vraiment dédramatiser. On veut qu'elles puissent se poser, que celles qui se disent, bah, moi, j'aimerais le garder, mais j'ai peur qu'elles puissent prendre le temps de se poser, de discuter et de faire le point. Voilà, c'est vraiment notre volonté. Donc voilà, il y a une cagnotte qui existe aussi, c'est important de le dire pour toutes les personnes parce que bon, on parle des femmes mamans qui veulent être marraines, mais on peut aussi nous aider en faisant un don. Donc il y a le lien de la cagnotte sur la page Instagram de l'association. Cette cagnotte, elle fait vivre l'association parce que bah, forcément, il y a de la communication, on développe un site internet, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qu'il faut payer et puis on veut que les mamans, les marraines qui accompagnent, en fait, bah déjà qui sont bénévoles, elles donnent de leur temps, en fait, qu'elles n'aient pas de frais supplémentaires. Donc, si elles ont besoin d'emmener une maman boire un café, qu'elles doivent se déplacer, utiliser leur voiture, payer de l'essence, même payer un restaurant, et ben qu'elles n'aient aucun frais, qu'il n'y ait pas de limite à ça, qu'elles puissent le faire. Nous, on est là après pour rembourser, il n'y a aucun problème. On va mettre après, le lien de la cagnotte ouais, aussi. on mettra le lien, oui. Ce sera très, très bien. Et puis après, il y a vraiment un dernier recours pour les femmes vraiment qui peuvent être en très grande difficulté financière, etc. Ça, on analysera sur quelle mesure on peut aider également. Donc, vraiment, tous les dons. Extra, ça. Et donc, actuellement, tu dis il y a 200 marraines en France. Une centaine aujourd'hui. Et il nous Alors, en faudrait beaucoup moi, plus. je propose de faire la chose suivante. Avec ta permission, Lorraine, et avec la tienne, Louis. Je vais parler à tous les gens qui nous écoutent et qui suivent régulièrement Point de rupture. Moi, j'aimerais bien voir que dans le mois qui suit, on a un mois pour le faire, que ce mois d'octobre ne soit pas un mois où on va fêter Halloween, qui est la fête de la mort et des ténèbres quelque part, mais on va prendre octobre comme un mois, on va se battre pour les naissances. On va se battre pour la vie, on va se battre pour ce pourquoi on a été créé. Et donc, moi, je vais faire un appel solennel à tous les gens qui nous suivent sur Point de rupture pour qu'on arrive à 1000 marraines au mois d'octobre. Donc, ça, c'est une question de mobilisation. Je sais qu'avec vous, peut-être que vous n'êtes plus de l'âge, vous pouvez être une marraine, etc. Est-ce qu'il y a des limites d'âge ou pas? Ah non, il n'y a pas de limite d'âge. Si vous considérez que vous pouvez contribuer un peu, faire quelque chose, et pas seulement se plaindre de tout ce qui se passe de mal, parce que je vais rappeler les paroles de Edmund Burke qui disait « Le mal triomphe quand les hommes de bien ne font rien ». Là, on a l'occasion de faire quelque chose. Là, on a l'occasion de se lever pour la vie, pour la foi, pour amener de l'espoir à certaines femmes qui se retrouvent dans un désespoir où elles ne savent pas de quoi demain sera fait et elles font le mauvais choix, elles font le choix de la mort, etc.
ne s'agit pas de les blâmer. Quelque Oui, part, bien on sûr. ne peut non plus dire qu'elles sont les victimes de la société parce que ce n'est pas un bon sens dans lequel elle est. Mais elles ont besoin d'avoir un soutien et c'est là où chacun d'entre nous a quelque chose à dire. Donc, on va suivre tout ceci. On en parlera régulièrement, au moins une fois par semaine, du succès qu'on aura par rapport à tout ça, Lorraine. Mais moi, j'engage tous les gens sur Point de Rupture à ce qu'on ait 1000 personnes qui vont être des marraines d'ici la fin du mois d'octobre. OK? C'est incroyable. Bah, simplement partager déjà l'information, hein, parce que voilà, il y a, bon, il y a être marraine, il y a les dons, mais il y a aussi partager, hein, toutes les personnes. Sur Instagram, on publie régulièrement des vidéos, etc. Faut pas hésiter à repartager. C'est vraiment un appel voilà, dans toute la France. Tous ceux qui peuvent se joindre à nous pour qu'après on puisse au plus vite lancer le numéro, parce qu'on reçoit déjà des demandes du coup via les réseaux sociaux, on reçoit des messages de femmes en détresse, donc nous c'est vraiment les femmes en plus seules, isolées, donc on essaie déjà de pallier à ça dès qu'on peut. Si on a une marraine qui est à peu près dans le coin, et ben on essaie de la mobiliser, mais c'est vrai que voilà, on pourra forcément aider plus quand on pourra vraiment être diffusé de partout et qu'on ait des marraines, vraiment des ressources de partout. Donc vraiment, c'est de la solidarité. Lorraine, Oui. on a une communauté aussi qui nous vient du Québec. Est-ce que SOS Maman Solo est implanté au Québec? Alors non, nous pour l'instant, enfin, on est c'est sur que la en France. France. C'est quelque chose à faire. Au moment où je voulais dire, et vous savez, c'est très important de se battre là-dessus. Parce qu'on peut avoir le cœur au bon endroit. Moi, j'étais déjà croyant, je vivais ma foi à fond, etc. Mais je n'avais pas le même genre de conscience des problèmes d'avortement, etc. Je suis allé une fois accueillir la femme d'un de mes amis qui avait fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire sans doute et qu'elle était tombée enceinte et puis elle avait procédé à un avortement et là, elle était complètement délaissée par tout le monde. Moi, je l'ai accueillie à la sortie de la clinique parce que je considérais qu'elle avait quand même besoin de soutien et tout ça par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que je cautionnais l'avortement ni quoi que ce soit. Mais là où ça s'est transformé pour moi, et ça je parle à vous tous parce que peut-être que c'est là où ça va vous toucher, c'est que après lors d'un voyage aux États-Unis, j'étais chez mon ami Doug Weed et j'ai regardé sur une chaîne chrétienne, il y a beaucoup de chaînes chrétiennes à la télé en Amérique, quelque chose qui était dédié au phénomène de l'avortement. Et j'ai vu un film dont je me souviens, et ça, on est en train de parler de 1985, donc il y a 40 ans exactement, c'était en été, donc un peu plus de 40 ans, je m'en souviens comme si c'était hier. Et c'était un film qui avait été fait par ultrasons, où on voyait ce qui se passait lors d'un avortement par aspiration, je ne sais pas comment on dit autrement, vacuum, etc. Et on voyait le bébé à l'intérieur chercher à se sauver du fait d'être aspiré par ce genre de choses, comme s'il nageait à l'envers. Et on voyait la bouche s'ouvrir comme ceci, comme s'il y avait un appel au secours. Et je me souviens du film, il s'appelait en anglais The Silent Scream, le cri silencieux. Et ça remonte à 85. Et pour moi, c'est comme si je l'avais vu. Ça m'avait, je dirais pas traumatisé, mais marqué parce que ça amenait une certaine réalité. Et aux États-Unis, je sais que toutes les activités qui prennent le temps de passer du temps avec les femmes qui sont enceintes, qu'elles passent un ultrason, qu'elles peuvent voir le bébé à l'intérieur d'elles, 90% d'entre elles choisissent d'avoir leur bébé parce qu'il y a une relation qui est établie par ce biais-là. Donc, pour moi, c'est une œuvre sainte que tu es en train de faire, Lorraine. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pour ça que je cherche à mobiliser tout le monde autour de tout ceci. Mais je ne veux pas prendre autant la parole. Vas-y. Mais surtout que la pression, excuse-moi, j'allais dire, la pression pro-IVG est plus forte que jamais. John, on avait fait une intervention, j'en ai parlé à Lorraine hier, on avait fait tu avais fait une vidéo avec Louise Maurice et Baptiste Marché il y a quelques mois. Je te partage juste le message qui est affiché juste en dessous de la vidéo. Et ça, c'était quelques minutes après la diffusion de la vidéo.
Donc, tu as fait une vidéo avec Baptiste et Louise sur l'IVG et puis sur l'euthanasie. Voilà le message de servicepublic.fr juste en dessous. Oui, mais alors c'est le problème. Moi, quand je me suis penchée sur tous ces sujets, la première chose que j'ai faite est qu'en fait, je pense que beaucoup de femmes ne font pas, et même les féministes de première ligne, c'est simplement le discours, enfin déjà la loi de l'avortement, la loi Veil, quand on lit son discours à Simone Veil, qu'on soit pour ou contre l'avortement, on n'est plus du tout sur le même avortement. Enfin, la première chose qu'elle dit, c'est que c'est un drame, c'est que ça doit être un dernier recours, que ça doit être découragé. On est sur un délai qui était quand même beaucoup plus réduit. Moi, je pense que c'est pareil. Cette femme, voilà, je pense qu'elle a vu un certain problème dans la société et que voilà, elle avec son cœur, elle voulait sauver des femmes et j'entends tout à fait. Hein, je culpabiliserai jamais aucune femme, mais c'est vrai que le problème, c'est derrière toute l'évolution qu'il y a eu, moi en tant que maman en plus, hein, j'ai été enceinte et pas qu'une fois. Et voilà, on sait quand on arrive à un délai de 14 semaines, je pense que malheureusement, il n'y a pas une vraie information. Comme tu disais, John, moi j'ai vu il n'y a pas si longtemps la vidéo pareil d'un avortement avec mon conjoint. Hein, d'ailleurs, on regardait une émission qui parlait de ça. Et même mon conjoint n'avait jamais vu. Et c'est vrai que quand on voit en plus, ça nous percute vraiment en plein cœur. Quand on a été maman, qu'on a porté la vie, forcément, ça nous percute encore plus en plein cœur. Puis surtout qu'un enfant, en fait, c'est aussi le reflet de la société, les mouvements No Kids, etc., où l'enfant passe parfois plus même pour un fardeau. On n'est pas dans le soutien des femmes, on n'encourage pas assez à la maternité, on s'est battu. C'est presque le contraire. Même dans certains mouvements féministes, il y a des féministes qui vont dire vous n'allez jamais être pleinement femme, avorter au moins une fois. Oui, et puis bon, il y a l'influence, les petites filles de Simone de Beauvoir, moi j'appelle ça comme ça, mais voilà, où on ne naît pas femme, on devient. Voilà, il fallait casser, c'est la société qui fait que on a une pression à devenir maman, c'est pas transcendant, alors qu'en fait, si, la maternité est transcendant. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a soi-disant acquis des droits. J'entends, hein, une femme, c'est important qu'elle vote, c'est important qu'elle ait le droit de travailler. Attention, je ne remettrai jamais ça en question. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une femme, pareil, n'a plus le choix de rester à la maison. Moi, je le vois avec toutes mes amies qui ont eu des enfants. C'est pas non, j'aimerais bien rester à la maison, mais c'est pas non, j'ai envie de retourner au boulot à tout prix pour ma carrière. C'est plus non, mais Lorraine, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, je peux pas m'en sortir, on peut pas s'en sortir financièrement. Il n'y a pas assez d'aide, le congé parental, c'est une catastrophe et ils voulaient encore le modifier il y a pas longtemps. Moi, j'ai eu la chance de rester à la maison parce que j'ai un conjoint qui pouvait nous porter financièrement et puis pour qui c'était important que je puisse le faire. Mais c'est pareil, aujourd'hui, je ne vois pas, moi quand je suis devenue maman, je me suis dit, je ne vois pas de femme dans la rue dire, attendez, mais nous, on veut pouvoir rester avec nos enfants. On veut pouvoir avoir un congé parental jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, on veut pouvoir, et en fait, non, on s'est éloigné de ça, et du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, au détriment de la femme, en fait, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en détresse, qui pleurent. Moi, j'ai vu des mamans, quand j'emmenais ma fille, qui a eu un tout petit peu de crèche avant la rentrée à l'école, qui pleuraient, que j'en ai consolé devant la crèche, parce qu'elles pleuraient de laisser leur enfant. On voit des choses, et je me dis, c'est dommage, il y a eu une évolution, mais pas dans le bon sens, quoi. Et aujourd'hui, on arrive sur des choses tristes. On va chercher vraiment à inverser tout ceci. De nouveau, Lorraine, nous t'applaudissons pour ce que tu fais. C'est extra. En tant que porte-parole de la vie, porte-parole de ceux qui croient à la vie. Et de nouveau, je fais appel à vous tous pour qu'on ait au moins 1000 marraines au mois d'octobre en France, en train d'œuvrer dans le bon sens. Et ça, c'est très simple à faire. Notez-le en ce moment, alors que vous nous écoutez. Prenez une feuille de papier et notez que demain matin, vous allez écrire demain matin que vous allez passer au moins un coup de fil ou 2 coups de fil ou 3 coups de fil. Ça vous décidez, aucune pression, mais au moins un auprès de quelqu'un pour les orienter vers cette organisation, vers SOS Maman Solo, pour que vous puissiez les contacter et voir si vous également vous pouvez devenir une marraine. Soit vous qui nous écoutez, soit des gens que vous connaissez.
Aujourd'hui, on a besoin de mobiliser les gens autour de certaines causes. Ne pensez pas que ce soit une cause perdue, parce que même si on arrive à amener une seule marraine qui va influencer une seule femme, c'est une vie de sauvée. Et ça n'a pas de prix. Non, c'est sûr. C'est sûr. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui attendent, et c'est vrai que nous, ça nous fait mal au cœur de se dire que pour l'instant, il y en a plein qui doivent se sentir seuls. Mais j'ai confiance. Je pense quand même qu'aujourd'hui, il y a quand même une belle solidarité qui existe. On a une super équipe qui essaie de se mobiliser. Donc, Louis, tout le contact, aussi bien l'adresse mail que où ils vont pouvoir trouver la cagnotte après derrière. Voilà, la cagnotte, c'est ça, partager. Et tout ça. Mais mobilisons-nous. Hein, il ne s'agit pas seulement d'applaudir Lorraine, il s'agit de se mobiliser. Et d'être. Moi, je prends juste le temps d'en parler, enfin, et d'accompagner les femmes. Je serais ravie de le faire, mais vraiment, c'est un effort collectif. Hein, c'est vraiment un effort collectif. Donc voilà, il faut dire aux femmes, elles sont pas seules. Leur bébé, ça peut être, si elles veulent le garder, ça peut être une force. Il y a plein de choses qui existent, on ne va pas les laisser tomber. J'aime bien toujours donner l'exemple suivant, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais dans certains cas, l'avortement peut se justifier et tout cela. Et qu'est-ce qui se passe si le père est à une ivrogne énorme et où il n'est jamais sobre, et où la mère est syphilitique avec toutes sortes de maladies, etc. Est-ce que dans ce cas-là, il vaut mieux pas, parce qu'on est sûr que l'enfant ne sera pas normal, avorter? Et pour ceux qui disent oui, ben vous venez d'avorter Beethoven et vous avez privé le monde d'une des plus belles musiques qui existent, parce que c'est le cas de ses parents. C'est pas à nous de décider de ce genre de choses. Ça, c'est entre les mains de Dieu, et le miracle de la vie se reproduit tous les jours, et il faut toujours le fêter et aller dans le bon sens. Tu sais, Lorraine, on va, et Louis, parce que c'est lui qui s'occupe de tous les aspects techniques de ce genre, etc., on va prendre toute cette partie où tu as apparu, on va l'envoyer à Baptiste, parce que de nouveau, je remercie Baptiste pour l'initiative de nous avoir amené à te connaître et à te donner l'occasion de t'exprimer devant tout le monde. Mais surtout, de nouveau, je dis, nous tous, mobilisons-nous, faisons partie de cet effort de SOS Maman Solo. Il ne faut pas que les mamans se retrouvent toutes seules. On a besoin d'être à leur côté, parce que c'est là où la vie commence. Et on peut aider tout le monde et contribuer. Chaque vie est importante. Chaque vie est importante. Et puis, en effet, c'est un cadeau. Moi, j'ai grandi avec une phrase qui m'a toujours marquée. Ma maman est tombée enceinte à 20 ans. C'était pas prévu. Bon, moi, on appelle ça plutôt une surprise de la vie plutôt qu'un accident. On n'aime pas trop le terme. Et elle n'avait pas prévu. Et donc, à 20 ans, elle s'est retrouvée à devoir le dire à ses parents. Elle vivait encore chez ses parents, etc. Et elle l'a dit en pleurant à ses parents devant l'heure de vérité, d'ailleurs, je crois, à l'époque. Et donc, elle pleurait. Elle fait l'annonce. Et ma grand-mère a eu cette phrase très, très belle, parce que mes grands-parents, leur premier enfant est décédé à l'âge adulte. Mais voilà, ils ont perdu un fils. Ma mère a perdu un grand frère. Et ils ont dit à ma mère, on pleure quand on perd un enfant, pas quand on va en avoir un. C'est un cadeau du ciel. Et moi, j'ai grandi avec cette idée. Donc aussi, ça fait aussi beaucoup partie des choses qui m'ont influencée. Mais parce que j'ai grandi avec cette idée, voilà, que c'est la vie. Et aujourd'hui, mon grand frère, il est papa, il a 2 enfants. Ma mère, derrière, elle a eu 2 autres enfants. Et voilà, mais il y avait cette cellule familiale qui était là pour accompagner, pour aider. C'est vraiment le problème. Enfin, c'est surtout quand on voit les chiffres. La majorité des femmes, c'est même pas qu'elles sont forcément dans un déni de maternité, c'est que elles ont pas le soutien familial ou économique. Donc vraiment, il faut se poser la question. C'est bien de se battre pour certains droits, mais il faut aussi analyser les choses et voir le pourquoi. Le pourquoi du comment. Donc, elle a vraiment toute sa place, cette association. Et oui, moi, je salue Baptiste pour son initiative. Et après, forcément, il a voulu que ce soit représenté aussi par des femmes, parce que il s'est dit que c'était peut-être aussi, on connaît, on le vit dans notre corps, la maternité. Donc, et il voulait cette équipe en France.
Donc voilà, on est vraiment ravis. On a une équipe vraiment incroyable et voilà, surtout partager. Nous, on essaie de partager sur les réseaux au maximum. Mais voilà, même les hommes, hein, du coup, à leur compagne, à leur sœur, à leur mère, hein. Moi, ma maman, hein, qui est mamie aujourd'hui, peut être marraine. Vraiment, il n'y a pas d'âge. Comme vous dites, chaque femme qu'on aidera, chaque bébé qui viendra au monde, eh ben, ce sera que du plus, surtout. On est en déclin en plus. Donc, faut qu'on fasse Lorraine, merci de nous avoir rejoints. merci beaucoup à vous d'avoir pris le temps de m'avoir reçue. Je suis vraiment ravie, c'est ma première émission, donc je la garderai précieusement dans mon cœur. Donc merci beaucoup. Voilà, merci à tous d'avance. Et à très bientôt. Merci. Au revoir. Salut Lorraine. Bon, du coup, John, on vient d'accueillir Lorraine, porte-parole de l'association SOS Maman Solo, l'association de Baptiste Marché, qui est une association qui lutte pour une cause qui est fondamentale aujourd'hui. Du coup, le combat pour la vie. Donc, on remercie Lorraine et on remercie Baptiste et on les félicite surtout pour tout leur combat. John, si tu veux, on va reprendre notre discussion. Donc, on avait terminé, je crois, sur... Je t'avais posé une question sur l'influence croissante des médias, peut-être des chaînes télé, des dessins animés, de toute la culture en général sur l'enfance. Mais j'aimerais qu'on ait une discussion peut-être là, à deux, comme on pourrait avoir chaque jour, plus philosophique, sur la liberté d'expression en général. Moi, je t'avoue que j'ai beaucoup de mal à me faire un avis concret sur le sujet. Et justement, j'aimerais que tu nous donnes ta perception de la liberté d'expression. Parce que si on fait... Parce que j'ouvre un tiroir. L'historique de la liberté d'expression en France et aux États-Unis sont complètement différentes. En France, pendant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, la lutte était, entre guillemets, venait des progressistes, entre guillemets, qui voulaient lutter potentiellement contre un obscurantisme religieux et monarchique. Aux États-Unis, je sais que l'historique de la lutte est complètement différent, donc tu vas nous en parler. Et aujourd'hui, on voit, bon, certes, il y a eu un progrès pour la liberté d'expression pendant plusieurs siècles, et aujourd'hui, on voit peut-être ce même camp progressiste vouloir censurer un tas d'œuvres qui ne leur conviennent pas. Donc c'est comme s'il y avait eu une inversion des valeurs et que ceux qui luttaient hier pour la liberté d'expression aujourd'hui le combattent. Donc, est-ce que déjà tu peux nous faire, toi de ton côté, l'historique de la liberté d'expression aux États-Unis pour qu'ensuite on puisse en débattre? Ok. L'historique de la liberté d'expression aux États-Unis a ses fondations, son début en Angleterre. Alors, il faut revenir assez longtemps en arrière et il faut revenir à l'époque du roi Henri VIII d'Angleterre, qui a eu 6 femmes. À l'époque, il est devenu roi. En Angleterre, on était catholique, comme dans tous les autres pays européens, etc. Et donc, il a eu une première femme, une deuxième femme, et pour pouvoir se marier une deuxième fois, il a demandé au pape de faire une annulation de mariage, parce que l'Église catholique ne reconnaît pas les divorces, etc., etc. Et comme sa deuxième femme ne pouvait pas lui donner de héritier mâle, et lui, il avait besoin d'un héritier mâle, il a voulu avoir une troisième femme qui s'appelait Anne Boleyn et qui a duré 1000 jours. Il y a des tas d'histoires qui sont faites là-dessus sur les Anne des 1000 jours. Et il est revenu auprès du pape pour avoir une autre annulation. Et celle-ci lui a été refusée cette fois-ci. Donc, Henri VIII, plein pouvoir, comme à l'époque la monarchie était la représentante de la foi dans chaque pays, eh bien, il a créé une nouvelle religion. Il a créé la religion anglicane. C'était le protestantisme à l'anglaise. Il n'y avait aucune différence idéologique, théologique avec le catholicisme, sauf que il y avait une seule chose, c'est qu'on ne reconnaissait plus le pape, mais on reconnaissait le roi d'Angleterre comme à la tête de l'église anglicane. D'ailleurs, si on va dans une messe anglicane ou une messe épiscopalienne, parce que ça c'est la version américaine des anglicans, il n'y a aucune différence
entre une messe anglicane et une messe catholique, sauf qu'à un certain moment, on ne parle pas des évêques ni du pape. C'est tout. Mais le reste est exactement le même. Alors, c'était une foi qui existait en Angleterre, qui exigeait une allégeance, une loyauté au roi. Et du fait qu'il fallait cacher le pape et tout ça, etc., inévitablement, la foi s'affaiblissait un peu. Elle devenait plus seulement un aspect culturel et traditionnel. Et chez certaines personnes en Angleterre à l'époque, il y avait un manque de foi plus profonde. Et ces gens-là cherchaient la foi pure davantage. Et ils se sont appelés les puritains. Quelque part, ce sont les ancêtres de tous les mouvements évangéliques qui sont passés aux États-Unis par la suite, mais quelque part, eux ne pouvaient pas revenir et se rattacher à l'Église catholique parce qu'ils auraient été détruits d'une façon bien trop facile par l'Église anglicane. D'ailleurs, il y a énormément de personnalités en Angleterre, je ne vais pas revenir sur l'histoire anglaise, qui ont été décapités, etc., parce qu'ils revenaient au catholicisme. Et donc, ils n'étaient pas anglicans, ils n'étaient pas soumis au roi. Donc, on ne pouvait pas aller vers ce sens-là, mais il y avait un genre de secte qui s'était créé, qui s'appelait les puritains et les pilgrims en même temps. Les puritains et les pèlerins. Et eux, à un certain moment, parce qu'ils étaient persécutés en Angleterre, se sont retrouvés à faire partie des premiers colons qui partaient aux Amériques. Et il y avait une première colonie qui s'était installée en 1607 à Jamestown, en Virginie. Mais la deuxième colonie, bien plus importante, s'est installée dans le Massachusetts. Et c'est l'arrivée d'un bateau qui s'appelait le Mayflower et qui est arrivé sur Plymouth Rock aux États-Unis. Ceci a bien plus d'importance qu'on le croit dans tout ce qui est devenu l'Amérique par la suite. Pourquoi? Parce qu'à bord du Mayflower, tous ceux qui faisaient partie là, qui étaient des puritains, des gens où la foi était très importante, avec la proximité de Dieu très importante et tout ça, se sont assis et ils ont rédigé quelque chose qui s'est appelé The Mayflower Compact à ce moment-là, où ils ont signé un document qui s'était inspiré d'un document du XIIIe siècle, très célèbre en Angleterre, etc., que tu connais. Et donc, ils ont concocté ce document sur des bases de foi, de liberté et d'appartenance à Dieu et pas aux hommes. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Excuse-moi, John, quand tu parles de ce document du XIIIe siècle que je devrais connaître, Ben, c'est la Magna Carta. Ah, la Magna Carta, oui, la Magna Carta. Okay. Excuse-moi. Hein, ouais. J'avais un doute, je préférais. Okay, ouais. Au moins pour que les gens le savent aussi. C'est le même phénomène qui se passait en Angleterre avec la Magna Carta, qui se passait avec Saint-Louis en France. Ouais. C'était à la même époque, etc. Donc là, mais tu fais bien de préciser, etc., parce que parfois je fais des ellipses comme ça. Bon, ça c'est autre chose. Et donc là, voilà, là, c'était fondamental ce qu'ils ont fait. Parce que là, dans leurs propos, c'est par rapport à Dieu, au Créateur, et pas aux hommes. Qu'on retrouve de nouveau plus tard dans la Déclaration d'indépendance qui est arrivée 156 ans après le Mayflower, en 1776 donc, aux États-Unis, et qui allait à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme en France, qui s'est passée pendant la Révolution française. Parce que la Déclaration des droits de l'homme viennent de l'homme. Même s'il y a des allusions quand même dedans, aux lois de la nature, etc., c'était plus proche de John Locke, qui est l'ancêtre de Jean-Jacques Rousseau, etc. Mais déjà, John Locke n'était pas autant dans la foi, même s'il était dans la foi, mais c'est plus la loi naturelle et tout ça. Ou le grand architecte. Ou le grand architecte. Voilà. Ah ben oui, on sait pourquoi. Hein. Ça, c'est d'autres sources. Alors, ensuite, quand aux États-Unis, il y a eu la Déclaration d'indépendance, dans la Déclaration d'indépendance, il y a dit nous avons des droits
inaliénables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nous enlever, on ne peut pas les aliéner de nous, on ne peut pas les faire étrangers de nous, qui nous sont donnés par notre Créateur. Ce sont les droits à la vie, à la propriété privée et à la poursuite du bonheur. À la vie, on vient d'en parler avec Lorraine et tout ça, à quel point c'est important. Et c'est pour ça que si on renie cet aspect-là, tout l'édifice s'écroule. Parce que la première chose qui crée un lien entre l'homme et Dieu, c'est la capacité que Dieu a donnée à l'homme de procréer en son honneur. Et donc ça, c'est fondamental. Et ça, c'est la première liberté d'expression qui existe. C'est pour ça qu'ensuite, 13 ans après la déclaration d'indépendance en Amérique, quand il y a eu l'écriture de la Constitution, la déclaration d'indépendance, c'est surtout Jefferson qui l'a écrite. La Constitution, c'était surtout, tout le monde a collaboré, mais c'était surtout Madison. Tous ces gens jeunes, hein, Jefferson avait 33 ans, Madison, je crois, il n'y avait même pas 30 ans, je me souviens plus exactement au juste. Au moment... je vais complexer, faut que t'arrêtes. Pourquoi? Bah, ils ont 33 ans, il faut que je bouge le cul, quoi. Tu veux vraiment complexer? Au moment de la déclaration d'indépendance, une des personnes qui est considérée comme père fondateur de l'Amérique, Alexander Hamilton, avait 19 ans. Ouais, bon. Alexandre le Grand était sur le toit du monde à 16 ans. Ouais. Mais lui, comme tous les autres, n'était pas chez lui quand il était sur le toit du monde. C'était toujours ailleurs qu'il partait. Tu sais, on avait déjà eu cette discussion. Ouais, ailleurs. Il était pas grec. On dit toujours qu'il était grec. Il était macédonien. Et ça, c'est autre chose. Bon, allez, revenons. Arrête de complexer. Ne regardons jamais de ce qui s'est passé pendant le passé. On a deux mains. Tu vois, on a toujours deux mains. C'est pour ça que Salomon, dans Ecclésiaste, dit « Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. » Hein? Parce que le lion, il est peut-être lion, mais il est mort. Alors que le chien vivant, il a aujourd'hui, il a deux mains, on peut faire... Bon, allez. Donc, là-bas, ils écrivent la Constitution. Après, Jefferson avait écrit la Déclaration d'indépendance, la Constitution, Madison était là, mais tout de suite, ils se sont réunis. Même si la Constitution est une Constitution négative, dans le sens où elle limite le pouvoir de l'État, du gouvernement, c'était pas assez, il fallait protéger les droits des citoyens. Donc, tout de suite, à la Constitution, ils ont attaché les 10 premiers amendements à la Constitution qui s'appellent The Bill of Rights, c'est-à-dire le projet des droits. Et le projet des droits, le premier d'entre eux, touche la liberté. Le deuxième, c'est le droit de porter armes contre un gouvernement qui devient tyrannique pour protéger les libertés du premier. Ce sont des choses très importantes. Et tous les autres découlent de tout ceci, etc., avec le 10e qui protège le droit des États par rapport au droit du gouvernement, le 5e qui empêche de s'inculper, le 4e qui protège chaque citoyen d'une recherche abusive de la police, etc. Il y a tout un tas de contre-pouvoirs. Ils sont très intéressants. C'est plus que des contre-pouvoirs, c'est des droits. Et le premier, il contient 3 choses essentielles dedans. La liberté de presse, la liberté religieuse et la liberté d'expression, la liberté de parole. Ce dont il s'agit. Mais on ne peut pas dissocier la liberté d'expression de parole de la liberté religieuse et la liberté de la presse. La liberté de religieuse est à la base même. Et la liberté de religieuse, selon le premier amendement, est pour protéger la foi de l'État. C'est pas la séparation, comme on le comprend en droit français, entre l'État laïque et la foi où les religions sont soumises à l'État laïque. C'est pour empêcher l'État d'obliger les gens d'avoir une religion particulière, comme c'était le cas en Angleterre, tu vois. C'est pour ça que c'était les Racines. Ils ne voulaient pas qu'il y ait la reproduction de l'imposition de la foi anglicane. Et c'est pour ça que l'Amérique aujourd'hui est quand même un des pays où il y a pas mal de différentes religions qui s'expriment. Et allant jusqu'à l'absurde, où par exemple, même les satanistes peuvent se déclarer en tant que religion et s'exprimer de cette façon-là. Mais au début, l'Amérique a été créée avec différentes religions. Il y avait la religion anglicane déjà, mais il y avait la religion également des puritains.
Et il y avait la naissance des religions évangéliques. Au début du XIXe siècle, il y avait la naissance du groupement méthodiste, qui aujourd'hui sont passés bien plus à gauche, mais à l'époque, c'était des évangéliques très forts. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres religions qui sont nées, et elles peuvent se manifester. Et aux États-Unis, on protège les religions de l'État pour que l'État ne puisse pas obliger une religion et ne peut pas empêcher la création de religions, etc. Quand on dit à des Américains qu'en France, par exemple, tous les bâtiments, les églises, ces merveilleuses cathédrales, même toutes les églises, etc., appartiennent à l'État, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais comment est-ce que c'est possible? Un État laïque qui a des bâtiments dans lesquels les gens peuvent aller s'exprimer librement de leur foi. Ben, ils vont être contrôlés à terme, etc. Ça fait partie des contradictions. Donc, toute cette notion de liberté d'expression, aux États-Unis, ça a été fait pour une population qui était chrétienne. Donc, qui était basée selon certains principes, selon certaines valeurs, selon certaines croyances, où on pouvait s'appuyer sur la moralité et la valeur des gens pour que la liberté d'expression soit quelque chose de positif pour augmenter l'avancement de la société et de chaque individu au sein de la foi, plutôt qu'un système d'auto-gratification des flux sensuels et de plaisir de chaque personne, tu vois? Très différent. Mais toute cette exposition de l'historique de la liberté d'expression aux États-Unis est très intéressante, parce c'est vrai qu'elle est complètement différente de l'historique français. Et là-dessus, c'est très intéressant. Et c'est vrai que je voudrais qu'on développe ce sujet, parce que on en vient à parler de ça par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les dessins animés pro-LGBT, pro-transgenre. Moi, j'aurais pas tendance à vouloir la liberté d'expression totale. Moi, c'est-à-dire que ce genre de dessin animé, pour moi, ça devrait être censuré pour cette audience, parce que c'est des dessins animés qui sont destinés à une certaine audience. Et c'est pour ça que parfois, je me pose des questions philosophiques sur le bien fondé de la liberté d'expression. Donc, pour toi, où commence et où s'arrête la liberté d'expression? Et là, notamment quand ça touche aux enfants. Mais bien sûr. Non, mais je comprends parfaitement la question. La question est la suivante. On peut avoir des idées philosophiques, on peut avoir des idées théologiques, on peut avoir des idées morales, mais nous vivons dans une police. Pas P-O-L-I-C-E, mais P-O-L-I-S, au sens grec. Au sens grec, ouais. On vit dans une ville dans laquelle il va falloir qu'il y ait un gouvernement, qu'il y ait des lois et qui s'imposent, etc. Alors, la première question qui s'impose, c'est que les lois sur la liberté d'expression ou sur le fait de limiter cette liberté d'expression, de la cercler, de lui donner des définitions, des frontières, des barrières, etc., qui décide? Qui décide? C'est ça qui est fondamental. Bah, c'est là où on ne sera pas d'accord. Mais qui moi, fait étant... Ouais, je sais pas si on sera d'accord, mais là-dessus, moi, la seule option que je peux avoir en étant catholique, c'est l'Église là-dessus. Je sais qu'on... Alors, est-ce que l'Église, dans ce cas-là, est supérieure à l'État? En matière de mœurs et de valeurs. Je parle en matière de loi. Parce que les mœurs et la moralité n'existent que si elles sont appliquées dans un état de droit. Même Jésus disait « rendez à César ce qui est à César ». La question est complexe. Et à Dieu, et à Dieu. Hein. J'ai du mal à trancher, mais concrètement, comment on doit protéger nos enfants en termes de loi? Ok. Vis-à-vis de toutes ces conneries. C'est pour ça que l'exemple américain, je crois, il est pas mal, même s'il est imparfait, mais il est pas mal parce que tout gouvernement par les hommes, pour les hommes, etc., sera toujours imparfait. Et il sera toujours quelque part en évolution, mais il ne faut pas qu'il évolue trop, il ne faut pas qu'il soit dans la tendance du mouvement, il faut qu'il soit basé, comme voulait Edmund Burke, sur des bases traditionnalistes, sur des bases d'expérience. Mais c'est pour ça que je suis un peu plus burkien, on en parlait l'autre jour, plutôt que Charles Maurras, parce que Charles Maurras n'était pas croyant. Donc, l'argument s'écroule s'il n'était pas croyant. Parce que il ne faut pas que
l'Église soit au-dessus de l'État pour qu'elle s'impose à l'État. Donc, il faut qu'il y ait une Église pour tout le monde, un point, c'est tout. Mais il ne faut pas non plus que l'État soit au-dessus de l'Église. Ils doivent exister à part. L'Église doit exister comme un garant moral dans la société. La foi doit exister comme un garant moral dans la société que les gens épousent et qu'ils manifestent dans leur vie et qu'on a besoin de toujours mettre en avant. Et ça fait partie, si le gouvernement et ses lois sont les briques d'un édifice, la foi et l'Église est le ciment qui permet à ce brique de se maintenir en place. Le ciment à lui tout seul, ça fesse et il n'y a rien. Une chose elle-même, ben, c'est pas suffisant non plus. Une chose qu'on n'a pas citée qui pour moi est essentielle, et je pense que ça a été les remparts de ton enfance et de ta jeunesse, c'est la cellule familiale. Lorsqu'on parle de dessins animés de ce style, etc., les enfants n'achètent pas leur télé, ne vont pas directement sur Netflix comme ça. C'est qu'il y a toute une cellule familiale aujourd'hui, peut-être qui est dépassée, qui laisse faire par rapport à une autre époque. C'est très intéressant ce que tu viens de soulever, c'est parce que ça m'a obligé de réfléchir d'une autre façon que les autres fois où on a eu cette conversation. Parce que j'ai tout de suite pris du recul, j'ai repensé à ma cellule familiale et à comment ça se passait à l'extérieur. Quand j'étais gamin, j'avais deux vies essentiellement. Une qui était au sein de la cellule familiale et l'autre qui était à l'école avec les copains, etc., etc. Inévitablement, c'est à l'école que j'étais exposé à des tas d'autres idées qui pouvaient être conflictuelles, etc., autre chose. Mais en même temps, c'est là où j'ai subi ma première rencontre avec les censures, où il fallait pas parler de ça, il fallait pas parler de ceci, il fallait pas parler de ça, etc., où j'étais critiqué en tant que sale petit Polac et des choses comme ça, etc. Et tout ça... Donc, juste pour préciser, là, tu étais en France à ce moment-là. Ouais. Tout ça, c'était face à une réalité de plus de liberté aux non-laïcs, mais de plus de censure et d'oppression aux non-laïcs également. Ce qui semblait contradictoire, mais qui existait. Alors que dans ma cellule familiale, qui était très organisée autour de la foi, on priait en tant que famille, on priait avant tous les repas, etc. Mais tous les soirs, on priait à genoux pendant 1 heure. Et le dimanche, on était à l'église coûte que coûte, peu importe s'il faisait beau, pas beau, etc. On y était. Et le dimanche, on ne travaillait pas, on ne faisait rien. Même, on n'était pas censé faire nos devoirs. C'était à quel point c'était posé de cette façon-là. Il fallait faire les devoirs avant. Même tu m'avais dit tu ne pouvais pas aller au cinéma, je crois, le dimanche. C'était toute une discussion, je me souviens, où mon frère aîné, qui avait 4 ans de plus que moi, et il avait 13 ans, il voulait aller voir un film après. Et il avait une grosse discussion avec mon père qui avait dit hors de question. Le dimanche, on ne va pas au cinéma. On était très, très, très classique sur ce point. Voilà. Oui. À quel point ton père contrôlait l'exposition? Total. Il avait une autorité totale. Mais c'est là où je veux en venir. C'est son autorité n'a jamais été ressentie au sein familial comme de la censure. Son autorité et la cellule familiale, pour moi, en tant que gamin, ça a toujours été de la joie. Parce que toutes les fêtes étaient créées autour de la liturgie. La maison s'habillait d'une façon différente au moment de Pâques, au moment de Noël, à différents moments de l'année. Et on passait chaque année des tas de fêtes liturgiques les unes après les autres. Donc, il y avait pas seulement la fête, mais l'attente de la fête en permanence également. Il y avait les 40 jours de carême qui étaient destinés et qui pointaient vers Pâques. Et ensuite, on pointait vers l'Ascension. Et ensuite, on pointait vers le Corpus Christi au mois de juin. Parce qu'on était très fondamentalement polonais. Hein, et les Polonais vivaient leur foi d'une façon bien plus grande sur ce plan-là. Donc, la foi s'exprimait dans la joie. Donc, les bons repas, les grands repas dont on se souvient, c'était toujours au moment de fête
qui étaient toujours liés à des aspects de croyances religieuses. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont nous dire, oui, mais la religion est liée à tous les maux de la société, etc., etc. Ça, c'est un raccourci qui est extrêmement dangereux. Parce que si on enlève ça, eh ben, ensuite, on se soumet à la tyrannie de la laïcité, où c'est les hommes qui dominent les hommes. Alors qu'au moins, si les hommes peuvent avoir Dieu autour d'eux, au-dessus d'eux en permanence, il y a cette moralité qui va avoir tendance à être en train d'être respectée là-dessus. Alors après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais après, il y a les églises, elles peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises. Ça, c'est les conversations que l'on a. Pourquoi est-ce que la jeunesse aujourd'hui cherche cette structure d'une église un peu plus forte, etc. Je crois que avant tout, il s'agit de faire un effort sur soi-même de recherche de moralité profonde. On peut le trouver dans l'Église, on peut le trouver dans la Bible. Je sais que dans les mouvements catholiques, je ne vais pas dire nécessairement hyper tradis, mais quand même plutôt de tendance traditionnelle en France, il y a une grande autorité qui va vers l'Église. Alors que les milieux catholiques tradis aux États-Unis, il y a l'autorité vers l'Église, mais comme ils savent qu'il y a beaucoup de pourris à la tête de l'Église également au niveau des évêques, des cardinaux, etc., l'Église reste l'Église, mais les hommes restent les hommes, et on ne va pas nécessairement faire confiance aux hommes, etc. Il y a plus d'emphase et d'accent, même Jack Posobiec le dit, même Charlie Kirk le disait, aller dans une église et parler catholique, hein, dans ce cas-là, mais une église où on lit la Bible, tu vois, où on n'entend pas ce même genre de choses nécessairement en France. Mais je crois que c'est parce que c'est des traditions qui sont un peu différentes. Aux États-Unis, obligatoirement, il faut s'exposer à ça parce que sinon, il y aurait un trop grand manquement par rapport aux églises évangéliques, etc., dans le milieu catholique. Alors qu'en France, il y a une telle destruction de l'Église qu'on a besoin de chercher à reconstruire la valeur traditionnelle de l'Église, quelque part. Et dans tout ceci, pour moi, la notion de censure ne se pose pas. Je suis complètement opposé à la censure parce que la moralité nous permet de construire le côté positif qui enlève la censure. La discussion là a été très enrichissante parce qu'à la base, par rapport à, tu vois, ces dessins animés de Netflix qui me révoltaient, je cherchais peut-être des solutions peut-être étatiques, de censure, etc. Alors qu'en discutant, non, mais en discutant avec toi, je me suis bien rendu compte que le rôle du père qui est en train de s'effacer dans la société est peut-être un mal bien plus important que le fait que l'État ne fasse ou ne fasse pas. Tu vois, avec un père fondamental dans la société, etc., c'est à lui, moi j'ai jamais eu peur de dire à mes enfants, etc., que, par exemple, dans tous les mouvements comme ceci, qu'on montre dans les dessins animés, etc., ben c'est démoniaque. La preuve en est que c'est dans les milieux transgenres, etc., ils veulent plus qu'on les appelle tu, ou qu'on l'appelle en anglais pas il, pas he ou she, mais they. On utilise le pluriel. Je dis pas qu'on utilise le pluriel, ça veut dire que, comme disait le Christ, il y a légion, c'est-à-dire un grand nombre de démons à l'intérieur des gens. C'est pour ça qu'ils utilisent le pluriel. Ouais. J'ai vu une interview sur un grand podcast français qui est un podcast assez. Ils font de tout, tu vois. C'est pas un podcast conservateur ou quoi que ce soit, mais d'un prêtre exorciste. Et l'interview est très intéressante parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a aussi et surtout des combats spirituels avant des combats physiques. Bien sûr. Peut-être que je me perds un peu là. Du coup, qu'est-ce qu'on disait juste avant ça ? Tu es complètement dedans. Le combat est avant tout spirituel. Les lois sont les lois de la police du gouvernement. Police, POLIS, encore une fois, je précise. Mais le combat est spirituel avant tout. S'il n'y a pas de combat spirituel, de reconnaissance de combat spirituel, les lois n'auront jamais de sens. Saint Paul nous l'a dit dans Romains, il dit « Celui
qui est sous l'Esprit de Dieu n'est plus sous la loi. Mais celui qui n'est même plus sous la loi, mais qui est sous l'Esprit de Dieu, s'il se comporte comme s'il était encore sous la loi, eh bien, il est par ses actions sous la loi. Donc, chacun d'entre nous, on a besoin de choisir ça. On a besoin de choisir, est-ce qu'on est sous l'Esprit de Dieu ou est-ce qu'on est sous la loi? Alors, si on reprend les paroles du Christ, on dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça veut dire, bien sûr, on va respecter les lois. Mais ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement sous les lois. Et tu vois la différence? Ouais. C'est très bien. Écoute, John, je pense qu'on va pouvoir clôturer ça parce que du coup, là, déjà, le point de rupture est assez long. Vas-y. Je voulais revenir à ça. Excuse-moi, je veux sûrement ajouter ce point-là parce que c'est important pour les enfants. Moi, j'ai toujours eu un sentiment un peu rebelle, tout ça, etc. Tu m'as toujours dit, j'ai une méfiance naturelle d'autorité. Je crois que c'est à cause de ma foi. Parce que dans l'enseignement de la foi et dans la spiritualité qui est venue de la part de mon père dans l'enseignement de la foi, etc., il y a toujours eu cette méfiance de l'autorité étatique, telle qu'elle pouvait être, de l'autorité laïque, de l'autorité qui n'était pas basée sous la foi. Et donc, quelque part, ça remplissait le besoin qu'on peut avoir en tant que jeune de rébellion, parce qu'on a toujours un peu cet aspect-là de rébellion qui existe en nous, parce qu'il était inscrit dans l'aspect spirituel, où on se battait pour des choses où l'État était impuissant, pour une justice entre les hommes où l'État était impuissant. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on était appelé à une hauteur spirituelle plus grande. Et ça, c'est très important. Dans l'Église catholique, il y a un appel à l'obéissance aussi prépondérant. Et trouver ce juste milieu entre la rébellion pour rester vigilant et garder une certaine liberté, et puis quand même une certaine obéissance dans l'Église et dans la loi. Je trouve ça assez complexe. L'amour pour Dieu et l'amour de Dieu pour nous vient d'abord. Ensuite, il y a la notion de salut par le pardon et le sacrifice du Christ. Toutes ces choses-là viennent d'abord. L'obéissance à l'Église vient après. Ok. Est-ce que tu veux conclure peut-être sur ce qu'on a beaucoup parlé là du rôle de la cellule familiale pour l'enfance, et du coup je pense que c'est un combat majeur lorsqu'on parle de la censure qu'il y a eu vis-à-vis de Netflix. C'est fondamental. C'est pour moi je suis désolé de vous dire ça parce que j'ai des amis également qui sont homosexuels, etc. Ça ne veut pas dire que je vais les rejeter. Mais ils savent très bien que moi, je m'opposerai toujours à un mariage entre hommes. Je m'opposerai toujours à un mariage entre femmes. Pourquoi? Parce que la cellule familiale est bancale. Elle est bancale tout de suite. Je ne veux pas rentrer dans les détails de combien en pourcentage il y a ensuite d'abus sexuels, etc., etc. Mais un mariage entre hommes ne peut pas procréer. Un mariage entre femmes ne peut pas procréer. Ben oui, on peut faire procréer par quelqu'un d'autre, mais pas en soi. On ne peut pas le faire en soi de cette façon-là. Alors que la clé de la cellule familiale, c'est de procréer. Vous voulez être heureux, vous voulez avoir une vision pour l'avenir, vous voulez avoir un sens de mission, etc. Ayez des enfants. Ayez des enfants. Arrêtez de vous focaliser sur vous-même, sur le flux personnel, etc. Et au niveau au sein familial, il y a toujours quelque chose de puissant. Mais moi, déjà très adulte, très adulte, même plus qu'adulte, j'avais déjà des enfants, etc., etc. Il y a des moments, je suis passé par des moments difficiles dans ma vie, quand j'étais attaqué par toutes sortes de choses, etc. Et il y a des moments comme ça, pour pouvoir m'endormir le soir, à quoi est-ce que je pensais? Au bien-être qu'il y avait toujours dans ma cellule familiale, où je me remettais en présence de mon père, qui nous avait quittés depuis un bout de temps, de ma mère, autour de la table familiale, etc. Car là, c'est le moment sacré qui donne naissance à la vie,
et à tout ce qu'on est en permanence. La cellule familiale a besoin d'être remise en avant. C'est pour ça qu'il faut dénoncer le côté démoniaque de toutes ces tendances LGBT, etc. De nouveau, je ne suis pas en train d'accuser chaque personne par rapport à ces... Mais quand on en fait une théologie, une philosophie, et qu'on le donne en tant qu'exemple à suivre pour notre jeunesse, c'est démoniaque. Et ça a besoin d'être dénoncé dans ce sens-là. Voilà. Bon, John, sur ces mots, donc on va se retrouver demain soir, comme tous les jours du lundi au vendredi à 19h. Et puis, ouais, pour rappel, lundi, mardi, mercredi prochain, on ne sera pas en live, mais les vidéos des points de rupture sortiront à 19h sur notre chaîne YouTube. OK, très bien. À demain. Salut.